Bonjour et bienvenue à la 47e diffusion de 5e dimension. Pour comprendre cette vidéo, il est préférable d'avoir vu auparavant la 45e diffusion des villes désertes. Cette 4e partie est peut-être la plus troublante car elle traite de l'humain et remet en question nos origines. Elle nous interroge sur qui nous sommes et d'où nous venons, et certainement aussi sur une réinitialisation passée. J'ai mis dans la description sous la vidéo une autre réinitialisation, celle des monuments, au Canada et aux États-Unis. Une autre énigme à résoudre. Et qu'en est-il des villes désertes que nous voyons sur les photographies précédentes? Si ces villes étaient vraiment vides, nous devons nous demander pourquoi. Nous devons aussi nous demander comment tous ces gens sont arrivés là, en fin de compte. En l'espace d'une trentaine d'années, nous voyons une ville passer du stade de désert à celui de ville animée. Il est intéressant de noter que c'est Charles Dickens et plus généralement la littérature du XIXe siècle qui offre quelques indices. Deux thèmes centraux traversent la littérature victorienne du XIXe siècle. Celui du mariage et de la chasteté féminine, et celui des orphelins et de l'adoption. Nombre de personnages de fiction que nous avons appris à aimer au fil des ans sont des orphelins. Nous avons Oliver Twist et Pip des Grandes Espérances. Nous avons la petite orpheline Jane Eyre et Heathcliff des Hauts de Hurlevent. Nous avons Mowgli du Livre de la Jungle, Cosette des Misérables. Nous avons Heidi, Réponse, Peter Pan, Blanche-Neige. Nous avons Tom Sawyer et Huckleberry Finn et Anne au pignon vert. Et ces livres étaient de leur temps. En ce qui concerne la prévalence de l'orphelin, le seul problème est que ces romans romancent l'orphelin en tant que personnage disloqué de la société par défaut et, par conséquent, tracent le chemin de sa vie comme celui d'une fortune imprévue. Ce n'était pas la réalité. Le thème du mariage et de la chasteté que l'on retrouve dans tant d'œuvres littéraires du XIXe siècle, comme celle de Jane Austen, de Bronte, de George Eliot, Dickens, de Thomas Hardy, de Léon Tolstoï, de Victor Hugo et d'autres encore, n'était rien d'autre qu'une propagande soigneusement déguisée et bien écrite, dont le seul but était de solidifier et de justifier un cadre de valeurs sociales qui séparait les enfants de leur mère. Les enfants nés en dehors du mariage ou de l'union conjugale étaient considérés comme illégitimes, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas de statut légal. L'illégitimité des enfants était un sérieux handicap tout au long du XIXe siècle. La majorité des employeurs n'embauchaient pas les femmes ayant un enfant illégitime. De nombreuses mères célibataires avec des enfants illégitimes se retrouvaient sans foyer, en mauvaise santé, affamées, épuisées. Leur seul refuge était le foyer du travail, où elles devaient accomplir les tâches les plus désagréables. Dans certains endroits, les femmes ayant des enfants illégitimes étaient singularisées et devaient porter un uniforme spécial qui alertait tout le monde sur leur statut de mère célibataire ou de femme déchue. En conséquence, un grand nombre d'orphelinats et d'institutions pour enfants trouvés ont été créés. Voici l'hôpital pour enfants trouvés de Londres, qui était très actif au XIXe siècle. Regardez sa taille. Charles Dickens était obsédé par cet endroit. L'inspiration, dit-on. Le récit officiel nous dit qu'environ 4500 femmes ont confié leurs enfants à cet énorme bâtiment. Mais ce n'était qu'une institution. Wikipédia nous donne une liste partielle de plus de 64 orphelinats qui ont été fondés au Royaume-Uni au cours du XIXe siècle. Cette liste n'est que partielle. Le cas particulier de la grande quantité d'enfants sans parents au XIXe siècle est bien documenté par de nombreux chercheurs. Et la plupart d'entre eux s'accordent à dire qu'il est presque impossible d'établir des chiffres qui rendent vraiment justice au nombre d'orphelins qu'il y avait durant cette période. Leur trace n'est pas inscrite dans le livre d'histoire. Elle se formait dans la boue et a ensuite été emportée par les eaux. Ce n'était pas seulement le Royaume-Uni, c'était un phénomène mondial. La ville de New York, à elle seule, disposait de 4 asiles d'enfants trouvés qui accueillaient des milliers d'enfants par an. Au début du XIXe siècle,
L'Italie signalait 32 000 enfants par an. L'Espagne et le Portugal, 15 000 enfants trouvés par an. Avant 1860, 374 000 enfants enregistrés ont été pris en charge par les seuls asiles de Milan, Naples et Florence. L'historien David L. Ransall affirme que Moscou recevait entre 16 et 18 000 enfants en bas âge par an dans les années 1880 et en envoyait plus de 10 000 par an dans les villages périphériques pour y être placés. En 1882, il y avait en tout 41 720 enfants trouvés du foyer de Moscou vivant dans 32 000 familles d'accueil réparties dans 4 418 villages. Une douzaine de villages comptaient chacun plus de 90 familles d'accueil. Ce que l'on oublie souvent, c'est qu'une série de lois ont été adoptées dans les années 1800, rendant presque impossible pour les mères célibataires de garder leur bébé. La réforme de la loi sur les pauvres de 1833 a introduit des clauses de bâtardise qui transfèrent l'entière responsabilité de l'enfant illégitime sur la mère. La stigmatisation sociale signifiait qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper de son enfant et qu'elle serait obligée de le remettre aux autorités ou pire encore. Les annonces d'adoption ou de garde d'enfants sont devenues populaires dans les journaux. Et, comme de nombreux chercheurs l'ont souligné, elles étaient une façade pour ce que l'on appelait les fermes à bébés ou les meurtres rémunérés. Comme l'indique Dorothy L. Heller, les annonces peuvent avoir été trompeuses pour le grand public. Mais elles se lisaient comme un message codé à l'intention des mères célibataires. Aucune référence n'était demandée et aucune n'était offerte. La somme de 11 centimes d'euros par semaine pour garder un nourrisson ou un enfant malade était insuffisante et un enfant malade et un nourrisson de moins de 2 mois étaient les moins susceptibles de survivre et les moins chers à enterrer. On prenait les nourrissons sans poser de questions, et il était entendu que pour 13 euros, on ne s'attendait pas à ce qu'on pose des questions. La transaction entre la mère et l'éleveur de bébés se déroulait généralement dans un lieu public, dans les transports en commun ou par l'intermédiaire d'une seconde partie. Aucune information personnelle n'était échangée. L'argent était versé et la transaction était terminée. La mère savait qu'elle ne reverrait jamais son enfant vivant. Cependant, la plupart des enfants n'étaient pas assassinés, mais déposés à la porte d'orphelinats ou de foyers de travail. On donnait une toute nouvelle identité à tous les enfants placés dans ces institutions. On leur fournissait temporairement un abri, de la nourriture et des vêtements, puis on les envoyait dans des maisons de travail ou ailleurs. Au XIXe siècle, les photographies étaient rares, mais vers la fin du siècle, nous en voyons davantage. Le dernier continent à connaître un tel exode massif d'orphelins était les États-Unis. Et c'est là que nous voyons les traces des trains d'orphelins. Le premier groupe de ces orphelins est arrivé dans le Michigan en 1854, et à partir de ce moment, le réseau a transporté des centaines de milliers d'enfants à travers les États jusqu'à sa fin en 1929. Officiellement, plus de 97 institutions s'occupaient d'orphelins et de trains d'orphelins au XIXe siècle. Et là encore, cela ne concernait pas seulement les États-Unis. Annie Macpherson entrera dans l'histoire comme une femme qui a exploité plus de 100 000 orphelins et les a expédiés du Royaume-Uni vers le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et même jusqu'aux confins de la planète en Australie, pour les vendre comme main-d'œuvre enfantine. Pourquoi voyons-nous tant de photographies d'orphelins dans des foyers de travail? Pourquoi travaillent-ils avec des machines conçues pour être utilisées par des adultes? N'y avait-il pas assez d'adultes à cette époque pour effectuer ce travail? Et puis il y a un cas étrange, celui de l'essor des parcs d'attractions américains au tournant du XXe siècle. En plus des manèges et des expositions, beaucoup de ces parcs présentaient une attraction inhabituelle, les enfantoriums. Les visiteurs de ces parcs pouvaient se promener en dégustant des glaces et passer par ces stations. Une visite équivalente à celle d'une unité de soins intensifs néonatale entièrement fonctionnelle,
avec des incubateurs remplis de bébés prématurés endormis. L'histoire a été clémente avec Martin Cooney. Présenté comme un héros, Cooney était l'esprit allemand derrière les incubateurs. Sa première rencontre avec des bébés prématurés, nous dit-on, a eu lieu à l'exposition universelle de 1896. Il a su immédiatement que l'exposition sauverait des vies de bébés. La technologie permettant de maintenir en vie les bébés prématurés était coûteuse et il savait que le public paierait pour voir les bébés en couveuse. Il ferait payer un droit d'entrée dans les parcs d'attractions pour générer des fonds afin d'aider ces bébés à vivre. Les infirmières s'occupaient des bébés sous le regard enchanté du public, comme s'il s'agissait d'une autre attraction. Les expositions de bébés prématurés comprenaient des rabatteurs qui tentaient d'attirer le public pour qu'il vienne voir les bébés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas à propos de ces couveuses. Des publicités annonçant des bébés vivants. Beaucoup de foires où Cooney montrait ces bébés présentaient aussi des expositions géniques. L'eugénisme est un domaine de pseudosciences corrompues qui approuve la reproduction sélective pour améliorer la qualité génétique de la population humaine. L'eugénisme a été inspiré par le darwinisme et a été une idéologie motrice qui a alimenté les nazis. Pourquoi les gens paient-ils pour voir des bébés vivants, comme s'ils n'en avaient jamais vu auparavant? Les gens de l'époque n'avaient-ils pas leurs propres bébés? Et où sont les parents de ces enfants? Comment disposaient-ils au XIXe siècle de la technologie nécessaire pour maintenir en vie des bébés prématurés de cette manière? Ou bien quelque chose ne tourne pas rond, une fois de plus, dans le récit officiel. 80 000 bébés prématurés ont été traités dans ces couveuses de parcs d'attractions. 80 000. Les centaines de milliers d'orphelins au XIXe siècle sont à peine croyables. Les femmes étaient-elles vraiment si insouciantes? L'Amérique avait-elle au moins la population nécessaire pour justifier 80 000 bébés prématurés? Nous ne parlons pas ici d'orphelins, mais de bébés nés prématurément. Le récit n'est ni convaincant, ni réaliste. D'où venaient ces bébés? Les antécédents de Cooney sont encore plus troublants. Comme de nombreux historiens l'ont souligné, il n'avait pas de diplôme ou de formation médicale, et son histoire est très similaire à celle de la philanthropie peu convaincante qui entoure certaines de nos personnalités contemporaines qui n'ont pas non plus de diplôme médical. Et puis, il y a Mary Dressler, une star canadienne du cinéma muet et de la dépression. Elle a adopté un de ses bébés en couveuse. Ah, les célébrités et l'adoption. Le récit officiel nous laisse commodément en dehors de son histoire et nous dit qu'elle a peut-être eu une fille qui est morte en bas âge. Mais les photographies suggèrent le contraire. A-t-elle adopté son bébé couveuse dans l'une de ses foires? Ou les foires sont-elles une façade pour l'adoption illicite de bébés prématurés? Même s'ils étaient prématurés, cela signifiait-il qu'ils n'avaient pas de parents? Qui était propriétaire et responsable de ces parcs? Et qu'est-il arrivé aux bébés une fois qu'ils ont grandi et quitté les couveuses? Si quelque chose semble étrangement faux dans l'histoire de ces parcs et de ces orphelins, c'est parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Pourquoi y avait-il des centaines de milliers d'enfants sans parents au XIXe siècle? D'où venaient-ils? Ils ont été déplacés dans le monde entier. Europe, Amérique, Russie, Australie, Canada. Pourquoi? Surtout quand la plupart avaient encore un parent vivant. Si la grossesse hors mariage était un tel handicap social qui entraînait un tel traumatisme, pourquoi tant de personnes se sont-elles mises dans cette situation en premier lieu? Le gouvernement se souciait-il suffisamment de la moralité sociale pour adopter des lois et tous les efforts déployés pour construire et entretenir des orphelinats et des réseaux de relocalisation des orphelins n'auraient-ils pas grévé les finances et les systèmes administratifs du gouvernement? Cela aurait certainement été le cas. Mais voyez-vous, il y avait un plus grand objectif derrière l'agenda mondial du gouvernement. Le repeuplement. Le récit social de la chasteté
n'était rien d'autre que de la propagande et une justification pour voler des enfants. La raison pour laquelle nous voyons des villes vides au début du XIXe siècle est qu'elles étaient en fait vides, sans population. Et la raison pour laquelle elles sont animées 30 ans plus tard est que des orphelins ont été envoyés dans ces villes pour les repeupler. Vous voyez, au début du XIXe siècle, il y a eu une sorte de réinitialisation mondiale par la dépopulation, puis la repopulation. Les personnes que nous voyons sur ces photographies n'ont pas construit cette architecture. Elles en ont hérité avec beaucoup de boue.